Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, 2 membres d'une famille sont morts lors d'une attaque à la grenade perpétrée sur leur domicile par des gens non encore identifiés. Cela s'est passé ce vendredi à Kobero en province Muyinga. Parmi les victimes figure un des enfants du couple décédé qui a été blessé. Les habitants du quartier Sokartier inquiets de leur sort. Déplacés depuis la crise de 1993, ces derniers sont menacés d'expulsion par la Cour anticorruption, en plus de subir des menaces de la part des Ibonela coulés du parti CNDD-FDD. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du phénomène des enfants en situation de rue qui prend de plus en plus de l'ampleur en province Ngozi, des enfants qui menacent la sécurité des habitants de la place. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page sécuritaire où 2 personnes de la colline Kobero en commune Butihinda de la province Muyinga ont été tuées par grenade la nuit de ce vendredi. Les victimes étaient toutes de la même famille. Il s'agit de Madjambeli Selemani, père de famille, et de sa femme Espérance Nyonguru. Dans cette attaque, un de leurs enfants a été blessé. Les auteurs de cet acte sont jusqu'ici inconnus. Suivez plutôt le témoignage de l'un des voisins de la famille victime. Ça s'est passé sur la colline Kobero, dans la localité de Mozi. La localité est communément appelée Gisuru. Des malfaiteurs sont venus chez un certain Selemani et ont fait exploser une grenade à travers la fenêtre. Cette grenade a tué directement sa femme et blessé leur enfant. Selemani, lui, qui était grièvement blessé, a été transféré vers l'hôpital d'Ongozi. Mais selon des informations qui viennent de nous parvenir, il a succombé de ses blessures. Il y en a qui ont été arrêtés pour raison d'enquête. Mais on ne sait pas encore grand-chose sur les raisons de ces assassinats. De Muyinga, rendons-nous à Ngozi et plus précisément dans la ville d'Ongozi qui fait face à un nombre croissant d'enfants de la rue, ce qui ne tranquillise pas les habitants de la place, surtout que ces enfants sont devenus des brigands. Les détails avec Elvis Nyomongere. On peut retrouver ces enfants de la rue au marché d'Ongozi et ses environs au quartier Kigarama, à l'endroit dit Kufereme, la rue qui mène vers la zone Mivo, à Bulengo et à l'endroit appelé Udiabu Muyinga. Parfois, ils circulent en petits groupes. Pour le moment, ces enfants sont nombreux par le rapport aux années antérieures. À part qu'ils commettent des vols, ils portaient aussi des couteaux et sont parfois violents. Ils sont assez nombreux et si tu ne fais pas attention, ils voient ce que tu as. Aujourd'hui, ils portent même des couteaux. Ils poignardent même des gens. Ces enfants ne se comportent pas comme des humains, mais ils se comportent comme des animaux. Ils pourraient même tuer des gens. La pauvreté dans les familles est l'une des causes de ce phénomène en face de la rue Ngozi. Ici, il y a la pauvreté dans les familles. Parmi ces enfants, il y a ceux qui ont encore des parents qui ne sont pas donc orphelins. C'est la pauvreté qui les pousse à aller dans la rue. Les habitants du chef-lieu de province Ngozi demandent au gouvernement et aux associations de bien se pencher sur ce phénomène et y apporter une solution adéquate. Elvis Nyomungiri, à Makamba, les habitants de différentes couches sociales en commune Nyanzalak, y compris les membres de différents partis politiques, sollicitent l'intervention directe des hautes autorités du pays pour trouver une solution aux problèmes qui hantent la dite commune. Une sollicitation qui intervient 15 jours après la destitution de tout le bureau communal, y compris l'administrateur de cette commune, laquelle destitution n'est toujours pas effective, malgré qu'elle a été décidée par plus des 2/3 de conseillers communaux. Suivez plutôt certains habitants de la commune Nyanzalak qui se sont entretenus avec la RPA. Le fait que les 22 membres du conseil communal se sont réunis pour décider ensemble la destitution du bureau communal m'a montré personnellement que, malgré leurs différences d'appartenance politique, ils incarnent l'union et la cohésion. C'est pour cette raison que nous, les citoyens, nous félicitons ces conseillers pour leur courage, mais aussi ils sont l'œil du président de la République et ils ont constaté que nos indignations étaient correctes. Donc,
ils se sont mis ensemble pour l'intérêt de la commune. Nous demandons que ces destitutions soient effectives et que d'ailleurs l'administratrice soit traduite devant la justice car elle a déjà commis assez de fautes et manquements. La commune Nyanza-Lac n'est pas une île, c'est une entité administrative, tout comme d'autres communes, et doit être gouvernée sur base des lois nationales. Nous ne comprenons pas donc ce qui empêche que la décision des conseillers, dont le nombre atteigne également le quorum requis, soit effective, comme cela a été le cas dans d'autres communes du pays où des administratifs ont été destitués. Ce qui se fait ici à Nyanza-Lac nous fait penser que le bureau communal serait puissant plus que même la loi car sa destitution aurait été respectée. Comme ça se fait dans d'autres communes que soit le président de la République, soit le premier ministre ou le ministre de l'Intérieur viennent pour écouter les grognes des citoyens. Il nous est difficile de comprendre que ces trois autorités destituées refusent catégoriquement d'accepter la décision prise par des conseillers communaux qui représentent des milliers de citoyens. C'est donc pour cette raison que nous demandons que les hautes autorités du pays fassent une descente sur le terrain et écoutent les doléances des administrés. Je vous le disais en titre, inquiétude grandissante au sein des déplacés du quartier Sokarti en zone Kinama de la mairie de Bujumbura. Depuis un certain temps, ils sont victimes d'actes d'intimidation de la part des Imbonerakure. Ces derniers leur ont indiqué qu'ils seront bientôt chassés des maisons qu'ils occupent depuis la crise de 1993, ce qui les perturbe, surtout qu'ils viennent de recevoir des convocations de la Cour anticorruption. L'un des déplacés du quartier Sokarti témoigne. Nous les déplacés du site de Sokarti, comme vous le savez, cela fait longtemps que nous habitons dans ce site. Il y a ceux qui viennent de passer entre 25 et 30 ans dans ce site. Mais depuis très récemment, nous assistons à une situation qui n'est pas du tout normale. Il y a des gens qui viennent ici dans le site et passent maison par maison et nous menacent en disant qu'ils vont nous chasser de nos maisons. Parfois, ils enregistrent certaines maisons et quand ils trouvent les enfants de même que ceux qui font les travaux ménagers dans nos maisons, ces gens les menacent en disant qu'ils vont nous mettre dehors. Le plus pire est arrivé avant-hier. On nous a envoyé une convocation en provenance de la brigade anticorruption. Sur cette convocation, c'était écrit que nous devons comparaître dans la dite brigade. Nous nous sommes demandé en quoi la brigade anticorruption est concernée par notre cas. Et si la brigade anticorruption nous a envoyé cette convocation, nous nous disons que l'ordre vient du gouvernement. Mais le gouvernement est un parent pour nous tous. Il ne devrait pas favoriser certains. En plus, dans le site, nous sommes soumis à une même loi. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui nous a donné toutes ces parcelles depuis très longtemps. Mais c'est très étonnant de voir qu'il y a des ménages qui ne sont pas concernés par cette convocation, alors que nous sommes dans la même catégorie. Nous demandons de l'aide au gouvernement car nous croyons que le gouvernement n'est pas impliqué dans ces activités. Au cas où il serait impliqué, que tous ceux qui entendent ce message nous viennent en aide. Nous sommes dans ce site depuis très longtemps. Et le gouvernement était au courant. Il est au courant aussi des années que nous venons de passer ici. Comme c'est le gouvernement qui a entre ses mains ce dossier, qui le gère en bon père de famille et surtout qu'il évite l'injustice. En page société, la pénurie répétitive du carburant au Burundi est en train de rendre la vie impossible à tous les citoyens. Dans les provinces d'Ongozi et Kirundo, les habitants font savoir que ce problème perturbe l'économie familiale. Ils précisent qu'ils sont dans l'incapacité de couvrir les besoins primordiaux, tels les frais scolaires de leurs enfants. Les détails avec Dani Claire, Iratkonf. Dans ces deux provinces du nord du pays, les habitants se lamentent que le problème de pénurie du carburant de type essence engendrait plusieurs conséquences dans les familles. En province d'Ongozi, les habitants indiquent que le prix exorbitant dont ils sont obligés de payer pour se procurer du carburant sur le marché noir, faute d'être disponible sur les stations-service, fait qu'ils ne parviennent plus à nourrir leurs familles.
Un litre et demi d'essence s'achète à 12 000 francs et ce prix augmente du jour au jour. Si tu dois voyager d'Ngozi vers Bujumbura, tu dois au moins remplir ton requête de 60 litres. Avec toutes ces dépenses, on n'arrive plus à payer la ration ou encore à acheter des vêtements. Ça cause d'énormes impacts dans les familles puisqu'on ne peut plus assister à d'autres personnes qui sont dans le besoin ou payer les frais de soins de santé d'un membre de la famille. C'est vraiment difficile de pouvoir aux besoins de la famille. Également, dans la province de Kirundo, les habitants indiqués vivent les dépenses énormes qu'ils font pour s'approvisionner en carburant. Il leur est très difficile d'avoir les moyens de payer les frais scolaires de leurs enfants. Le manque de carburant cause des problèmes aux commerçants ainsi que les parents qui doivent déplacer les enfants vers l'école en voiture. Par exemple, tu peux prévoir d'acheter 10 litres d'essence à 34 000 francs par jour, mais avec les 15 000 francs que nous payons, ça marche pour avoir un litre et demi, c'est 54 000 litres d'essence pour payer 34 000 francs, alors que c'est avec peu d'argent que tu avais planifié d'acheter la ration alimentaire de payer perturbe la vie familiale. Ces habitants de ces deux provinces continuent de demander au président de la République de les faire sortir de ces problèmes, étant donné qu'il avait lui-même promis de prendre en main ce problème de carburant, mais que jusqu'à présent la situation n'a pas changé. Dani Claire, Ilatkoumva, et puis certains cabarets de la zone Tibitoke en mairie de Bujumbura commencent à fermer un à un depuis un certain temps. C'est là une des conséquences de la monopolisation du commerce des produits Braroudi par les propriétaires des dépôts SSD. Le point avec Elos Divin Remish. Les petits commerçants des boissons Braroudi dans la zone Tibitoke en mairie de Bujumbura indiquent qu'ils vivent actuellement une situation difficile. Ils font savoir qu'ils font face à de multiples problèmes suite à une accessibilité de ces boissons dans les dépôts SSD et mini-dépôts se trouvant dans la dite zone. Certains de ces détaillants de produits Braroudi révèlent qu'ils sont obligés de sillonner d'autres quartiers à la recherche de ces boissons étant donné qu'ils font défaut dans leur zone résidentielle de Tibitoke. Nos sources font également savoir que lorsque ces commerçants détaillants ont la chance d'avoir ces boissons ailleurs, ils les achètent à un prix exorbitant, ce qui les pousse à les vendre à leur tour à un prix supérieur à celui fixé par la Braroudi. De ce fait, ils se voient souvent taxer des amendes par la chef de zone de Tibitoke pour avoir augmenté les prix des boissons. Ils précisent qu'une fois arrêtés par cette autorité administrative, ils sont souvent infligés une amende de 100 000 francs burundais chacun. Selon toujours nos sources dans cette zone de Tibitoke, certains petits commerçants de boissons Braroudi commencent à manquer de loyer, sans oublier qu'ils sont obligés de payer des taxes et des impôts qui leur sont demandés chaque mois. Cette situation fait que certains commerçants abandonnent leurs activités commerciales et sont même contraints de fermer leurs portes. Cela rend plus difficile leur vie ainsi que celle de leur famille, martèlent nos sources. Merci à toi, Elos Divin Remish. De Bujumbura Cap sur Bubanza, où les champs de maïs des communes Manda et Lugadzi sont attaqués par des chenilles, ce qui inquiète les habitants de ces localités qui craignent de ne rien récolter, surtout que ces chenilles ont envahi leurs champs depuis plus d'un mois, d'où ils demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités face à cette maladie qui dévaste les champs, car jusque-là, aucun moniteur n'est venu pour conseiller et tranquilliser la population. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette maladie des champs de maïs s'est déclarée pour la première fois sur la colline Nyamabere de la commune Manda et de la commune voisine Rugazi. Selon notre source, cette maladie avait attaqué les champs l'année dernière, mais sans causer beaucoup de dégâts. Ces cultivateurs indiquent que ça fait un mois que cette maladie est découverte. Il y a tout ça un mois, car les agriculteurs ont commencé à découvrir que les champs ont été attaqués par les chenilles. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à les combattre de leur manière. Les moniteurs agricoles ne bougent pas pour aider les agriculteurs face à cette maladie et les cultivateurs s'arrangent chacun de son côté pour combattre ces chenilles, poursuit notre source. Ils utilisent de la terre, le sable et les cendres pour les mettre à la jonction des feuilles de maïs et une fois le soleil tombe, ça devient chaud et ces chenilles meurent. D'autres utilisent des insecticides en tâtonnant sans savoir lequel va marcher. Le système de terre, sable et cendres ne marche pas définitivement car un ami m'a dit que ces chenilles sont revenues des semaines après. Les agriculteurs de la province de Bubanza, plus spécialement ceux des communes Manda et Rugazi, demandent à la direction provinciale de l'agriculture à Bubanza de faire son possible pour aider les agriculteurs à combattre cette maladie.
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui se focalise aujourd'hui sur le système d'exportation du thé récemment critiqué par le président de la République du Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Il a dit que les dirigeants de l'OTB constituaient un obstacle à la rentrée de plus de fonds dans les caisses de l'État. Le président Évariste Ndayishimiye a montré qu'il n'est pas parvenu à les convaincre à exporter le thé dans les pays qui pouvaient payer plus d'argent parce que ces responsables de l'OTB privilégiaient leur commission. Ces grognes du chef de l'État sont-elles fondées? Pour répondre à la question, nous avons invité le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Émile Nivasumba, je suis à la présentation de ce mini-magazine au cœur de la société du 17 décembre 2022. Vous êtes les bienvenus. Le 3 décembre dernier, il y a 2 semaines, alors qu'il inaugurait le bureau de la province Kayanza, le président Évariste Ndayishimiye a déclaré que l'Office du thé du Burundi a refusé de vendre sa production dans les meilleurs marchés d'Égypte et du Nigeria. L'Égypte nous a demandé d'acheter le thé du Burundi pour que les militaires et les policiers boivent le thé du Burundi, mais jusqu'à maintenant, l'OTB a refusé d'honorer notre promesse. Vous pensez que c'est pour quelle raison? Les commissions qu'ils reçoivent, ils craignent de perdre les frais de commission qu'ils reçoivent si le thé du Burundi transite à Mombasa. Vendre le thé en Égypte à un prix plus élevé serait une perte pour eux, car la quantité du thé exporté ne serait plus en secret et ainsi les devises qui viennent de l'exportation du thé rentreraient dans les caisses de l'État en totalité. Moi, j'ai enfin parlé. Sinon, explique-moi pourquoi l'OTB refuse de vendre le thé au mien d'Isa. Ils refusent de perdre les commissions qu'ils reçoivent quand le thé transite par Mombasa. Personnellement, je me suis rendu au Nigeria. Ils m'ont demandé la quantité du thé que nous produisons. J'ai appelé Jacques Bigirimana, alors directeur général de l'OTB. Au Nigeria, ils m'ont dit qu'ils sont prêts à acheter toute notre production. Après, j'ai demandé à l'OTB de s'organiser pour vendre toute sa production au Nigeria. Jusqu'à maintenant, aucune tonne n'a été vendue au Nigeria. Ils ont peur que nous soyons au courant de la quantité du thé exporté. Ils ne veulent pas que toutes ces devises rentrent dans les caisses de l'État. Ils m'entendent ici. Moi, je ne peux ne pas le dire pour couvrir les gens qui ne souhaitent pas que le Burundi se développe. Je ne peux pas. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Faustin Ndikumana, estime qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement institutionnel et au niveau du cadre de prise de décision. Il faut analyser plutôt l'aspect fonctionnement institutionnel, dysfonctionnement institutionnel, ou bien les cadres dans lesquels les mesures sont prises. Parce que des fois, le président de la République fait des annonces, une volonté, il fait des annonces comme des mesures, des volontés pour qu'une mesure soit mise en application. Mais il faut clarifier le cadre dans lequel la mesure est prise. Parce que le cadre formel est nécessaire. Est-ce que cette mesure que le président veut qu'elle soit en application a-t-elle été prise dans un cadre formel comme le Conseil des ministres pour qu'elle soit débattue dans un cadre beaucoup plus élargi? Et quel organe technique? Il faut un organe technique qui évalue les avantages et les conséquences par rapport à telle ou telle autre option prise dans l'exportation de tel ou tel autre produit. J'imagine que ça c'est très important. L'aspect technique, il y a des experts qui doivent clarifier au niveau technique les avantages et les inconvénients pour éclairer
pour donner les bases qui créent la décision des supérieurs, la décision politique. Sinon, on ne comprend pas. Est-ce que le président décide, les institutions hiérarchiques inférieures ne suivent pas? C'est une désobéissance. C'est pourquoi ceux qui ont désobéi ne sont pas sanctionnés par après. Il y a un problème de dysfonctionnement institutionnel et un problème de cadre dans lequel, le cadre formel dans lequel les décisions sont prises. Sinon, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Si on veut redresser le secteur T, on mise d'abord sur la quantité produite. La filière T, il y a des problèmes à régler, il y a la production, l'engrais, aspect technique, scientifique, innovation, semences sélectionnées, comment rémunérer les citoyens. Il y a des aspects techniques qu'il faut régler, mais avec comme objectif final l'augmentation de la production, mais de qualité. On a l'offensive marketing, tourisme et tout ça pour que notre été soit vendu. Mais l'aspect technique, parce qu'on peut voir, par exemple, vendre à tel ou tel autre endroit. Il faut différencier le mode de transport, ou bien ici c'est par voie routière, c'est par voie maritime, ou c'est par avion. Là aussi il y a des différences au niveau des coûts de transport supplémentaires qui s'ajoutent au prix de la marchandise. J'imagine qu'il faut déblayer, il faut qu'il y ait des cadres techniques, fonctionnaires, expérimentés, qui écrivent les décisions des décideurs. Sinon, le président peut souhaiter dire, je vais associer sur la mis. Dans quel cadre formel cela a été décidé? Quelle est l'institution technique qui a sous-tendu la mesure? En 2020, le Burundi a produit 11 500 tonnes de thé et l'OTB envisage une production de près de 20 000 tonnes en 2027. Il faut signaler aussi que les dirigeants de l'Office du thé du Burundi OTB sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 17 décembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 17 décembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.